Irashaimase, chers partenaires. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de Karate Quid, je vais vous parler du plus populaire des arts martiaux modernes, le judo. Rai. La seconde moitié du 19e siècle fut pour le Japon une période de grands bouleversements. En effet, le 31 mars 1854, les États-Unis d'Amérique forcèrent l'archipel à signer le fameux traité de Kanagawa qui obligèrent le Japon à s'ouvrir au monde. Les années 50 de ce siècle furent terribles. Tremblements de terre, tsunamis, pandémie. Mais le 28 octobre 1860 naissait à Mikage, un actuel quartier de Kobe, l'une des personnalités les plus emblématiques de ce siècle, j'ai nommé Jigoro Kano. Nombreuses sont les personnes qui ont croisé le portrait de cet homme dans le dojo d'une simple salle polyvalente de campagne ou dans un complexe sportif moderne. Portrait d'ailleurs accompagné souvent de deux autres hommes qui seront les sujets, je l'espère, d'autres vidéos. Mais derrière ce regard sévère se cachait un homme affable et d'un altruisme notoire, car Jigoro Kano avait une passion, la pédagogie, et pour lui, la culture, qu'elle soit physique et intellectuelle, était la chose la plus importante pour le bien-être de l'humanité. Rien que ça. Jirosaku Maerishiba avait l'ambition de devenir un homme remarquable, et pour ça, rien de tel que de voyager. Depuis sa ville natale, Otsu, située à la périphérie de Kyoto, qui, je vous le rappelle, était à l'époque la capitale impériale du Japon, Jirosaku passa par Nagasaki et finit par poser ses valises à Mikage. À Mikage, dont la qualité des eaux permettent la fabrication d'un alcool de riz de grande renommée, se trouvait une entreprise qui, depuis 1659, prospérait dans la fabrication du saké. Cette entreprise était tenue par la famille Kano. Jirosaku y fut employé. Et son employeur, Jisaku Kano, apprécia tellement le jeune homme qu'il l'adopta et lui offrit sa fille en épousailles, Sadako. C'était une pratique courante dans le Japon du 19e siècle. De cette union naissait donc le fondateur du judo, Jigoro Kano. Et oui, le fondateur du judo tient son nom de famille de sa maman. Descendant d'une famille de prêtres shinto et d'érudits, Jigoro Kano, dès l'âge de 7 ans, se mit à apprendre à lire et à écrire, à partir des textes de Confucius, les caractères chinois, les fameux kanji. Jigoro Kano, malheureusement, à l'âge de 10 ans, perdit sa maman. Et de plus, son père fut muté à Edo, donc lui et sa famille déménagèrent. La famille Kano donc arrivèrent à Edo, ville qui d'ailleurs portait le nom de Tokyo depuis 2 ans déjà, nom donné par l'empereur Matsuhito de l'ère Meiji. Jigoro Kano fut profondément marqué par les Ronin, les fameux samouraïs sans maître qui erraient fièrement dans les rues de Tokyo. Mais en 1871, une première loi très restrictive à l'égard de ces hommes allait être promulguée. On ne peut porter sabre qu'en tenue de cérémonie. Ensuite, en 1876, les armes furent totalement interdites. Uniquement les militaires en tenue de cérémonie pouvaient porter les sabres. Et à l'exception, bien entendu, de quelques personnalités ayant l'autorisation de la police. Pour les vieux japonais traditionalistes, il était bien entendu hors de question d'abandonner des traditions ancestrales, car même l'entraînement à l'escrime fut promulgué crime contre l'État. Donc, de nombreuses écoles de jujutsu apprenant le maniement des armes furent fermées et d'autres tombèrent dans la clandestinité. Toutefois, le ministère de l'Éducation nationale japonais de l'époque n'était en rien
contre l'éducation physique à l'école, bien au contraire. Mais ce fut les méthodes occidentales qui furent adoptées, notamment par l'introduction du baseball, situé entre 1872 et 1878. Mais cette modernisation exacerbée, il est vrai, à l'époque, ne plaisait pas du tout à certains Japonais qui étaient férus des disciplines martiales. Alors une lettre ouverte fut écrite, assez virulente, en 1879, qui demandait la réintroduction dans l'éducation physique et sportive des arts martiaux. Alors, l'éducation nationale se réunit en des dizaines et des dizaines de comités, mais comment concilier éducation physique et sportive et sport de combat? La voie d'accès au judo était ouverte. Mais revenons en 1870. En Europe, Napoléon III et Guillaume Ier se chamaillaient. Jigoro Kano, quant à lui, fut inscrit à l'université de Tokyo. Il y étudia notamment l'histoire classique japonaise et chinoise. Il y étudia aussi la calligraphie. D'ailleurs, il devint un expert dans cet art, tout comme l'était son grand-père, qui était prêtre shinto. Vers 14 ans, Jigoro fut inscrit dans une école privée où il étudia l'anglais. Élève studieux, travailleur, et de ce fait, on pourrait dire brillantissime, il était aussi très respecté de ses camarades, car Jigoro Kano n'hésitait pas à donner de sa personne pour aider ces derniers, à partager ses connaissances. Toutefois, une autre partie de ses camarades profitait de la faiblesse de Jigoro en le brimant, en le frappant, car si Kano avait bien un défaut, c'était sa faible constitution. Et donc, il est vrai que quand on a 14 ans, qu'on est premier de la classe et qu'on est musclé comme une crème caramel, ça peut effectivement poser des problèmes. Donc, afin de pallier à ce très grand souci, Jigoro Kano se mit au jujutsu. Jigoro Kano décida donc de se mettre au jujutsu afin de pallier à sa faiblesse physique. Toutefois, quelques obstacles se mirent en travers de sa route. Premièrement, la loi promulguée en 1876, comme nous l'avons vu, qui interdit le port d'armes. Donc les écoles fermèrent ou devinrent clandestines. Mais un second obstacle vint en travers de sa route, ce fut ni plus ni moins son papa, car son père était contre la pratique du jujutsu au sein de la famille, car le jujutsu était considéré comme une pratique pour les basses classes. N'oublions pas que la famille Kano vient d'une famille d'intellectuels, d'érudits, de prêtres shinto. Seule la pratique du sabre était socialement acceptable dans la famille. Mais à 17 ans, Jigoro Kano réussit à convaincre son père. Jigoro Kano suivit donc l'enseignement en jujutsu d'un certain maître Fukuda Ashinzuke. Maître Fukuda Ashinzuke était un guérisseur, un rebouteux. Mais de Fukuda, Kano dira « Maître Fukuda m'a appris ce que serait l'œuvre de ma vie ». Mais avant tout, le but de Kano était de devenir plus fort. C'était vraiment son objectif principal afin qu'à l'école cessent les brimades et les coups. Il n'avait pas encore en tête de créer le judo. Mais il pratiquait le jujutsu comme il pratiquait les études. C'est-à-dire avec énormément de sérieux et d'abnégation. Il s'entraînait absolument tous les soirs. Et avec son ami Tomita Tsumejiro, qui devint par ailleurs son premier élève en judo, il allait aussi s'entraîner après les cours de jujutsu chez lui, dans l'entrée de sa maison qui faisait que 8 tatamis, soit l'équivalent de 13 mètres carrés. L'école de maître Fukuda était basée sur le style de Tenshin Shinryu, qui est un style basé essentiellement sur les atemi, c'est-à-dire les coups portés aux points vitaux, et les saisies. Dans les cours, on y pratiquait bien entendu les katas, mais aussi les randori, c'est-à-dire les assauts libres. Si avec son partenaire de prédilection prénommé Takagi, Kano faisait des randori, on va dire de façon équilibrée, un obstacle essentiel se mit sur la route de nouveau de Kano.
Et cet obstacle, ce fut Fukushima Kenichi. Alors, qui était Fukushima Kenichi? Eh bien, Fukushima était un pêcheur au caractère bien trempé et doté, qui plus est, d'une forte constitution. Donc deux attributs qui lui permettaient d'exceller dans les randonnées. Surtout que ce dernier ne pratiquait pas les katas. Donc Kano essaya en vain, malgré sa faible constitution, de le projeter. Voilà, de lui faire subir une technique. Mais rien n'y faisait. C'était vraiment le pot de terre contre le pot de fer. Donc Kano redoubla de sérieux quant à son étude du jujutsu et il alla même demander à un de ses amis qui était lutteur de sumo de lui apprendre des techniques. Donc Kano revint avec des techniques de sumo et là, qu'est-ce qui se passa? Eh bien, rien du tout. Le bougre restait toujours debout. L'échec étant le brouillon de la réussite, Kano se mit à étudier le jujutsu avec obstination. Il était totalement obsédé. Il fallait absolument faire chuter Fukushima. Et Kano, ne disposant d'aucune connexion Internet, se mit à étudier les différentes techniques de combat dans les livres. Il alla même jusqu'à étudier des traités de boxe anglaise et de lutte occidentale. Car pour Kano, le Japon, s'ouvrant au monde, aller puiser dans des sources non japonaises n'était en rien anti-japonais. Car n'oublions pas que Kano étudiait à l'université de Tokyo et que sur 39 de ses professeurs, 27 étaient des occidentaux. Et parmi les professeurs occidentaux de Kano, il y avait un certain Ernest Felenosa qui était féru de culture asiatique et japanologue. Et cet homme a appris à Kano à modérer son enthousiasme sur l'ouverture du Japon au monde. Car pour Felenosa, il fallait que le Japon, bien entendu, s'ouvre au monde, mais qu'il garde ses traditions et sa culture ancestrale. Chose d'ailleurs que le Japon a encore en image d'Épinal. Voilà, tradition et modernité. Mais revenons dans la bibliothèque de Kano, qui continuait d'étudier les différentes techniques de combat. Eh bien, ce dernier synthétisa une technique. Il l'essaya sur son ami Takagi, qui, rappelons-le, était de même constitution. Et le jour J arriva. Un randori avec Fukushima. Alors, qu'est-ce qui se passa? Eh bien, j'arrête cet insoutenable suspense, chers partenaires. Eh bien oui, Fukushima fut projeté avec efficacité et Kano venait de synthétiser la première technique de judo qui deviendra plus tard Kata Guruma.